Salut, ça va vous? Hop là, on conclut 2024 avec la vidéo dédiée aux lectures du mois de décembre. Non, parce que ça fait 2 vidéos de suite de plus de 15 minutes, donc je compte bien m'épargner un peu de travail sur celle-ci et avoir un peu moins de montage. À la fin, on va quand même faire un petit bilan de mes lectures 2024, avec un petit tour de mes 5 pires lectures de l'année, et puis un top 5 des bouquins que j'ai le plus aimé. Donc restez bien jusqu'à la fin, si vous voulez. Mais sinon, on a lu quoi en décembre? Un homme qui devient tout petit, un assassin qui s'affirme, un vieux qui fait le bilan, de la bagarre sous Louis XIII et de l'horreur cosmique. Le tout grâce au pot mystère. Et cette fois-ci, j'ai les rushs, je crois, pas tous. Il y en a que je retrouve plus. Bref, 4 des bouquins dont on va parler proviennent du pot mystère. On va prendre du tirage au sort plein les yeux. Le premier roman suspense du mois de décembre sera donc, roulement de tambour, suspense, L'homme qui rétrécit de Richard Matheson, Richard Matheson, lui-même. Bon, c'est l'exemple parfait de la raison d'exister du pot mystère. Ça fait des années que j'ai L'homme qui rétrécit dans ma bibliothèque, on va dire environ 5-6 ans. Et il fallait bien que je lise à un moment donné. Donc, L'homme qui rétrécit, c'est publié en France en 1957 par les éditions de Noël dans leur collection Présence du futur. L'auteur est principalement connu pour ce roman, mais surtout pour Je suis une légende, publié en 1954 et adapté au cinéma dans un film très populaire, porté à l'écran par un Will Smith qui crève l'écran justement. Je garde un bon souvenir du film, mais aussi du roman, qui sont deux œuvres bien distinctes, qui sont bien différentes, avec des différences narratives très fortes. Après, j'ai vraiment lu et vu ça il y a très longtemps, mon jugement est potentiellement erroné. Apparemment, L'homme qui rétrécit va avoir le droit à son adaptation française, avec Jean Dujardin dans le rôle principal. Et il y a une suite prévue pour Je suis une légende, avec Michael B. Jordan dans le rôle principal. Alors, de quoi est-il question dans L'homme qui rétrécit? On va suivre un homme, qui est aussi mari et père de famille, et en vacances, il est parti pêcher, tu vois, en bateau et tout là. Et sur la mer, il va traverser une brume bizarre, une sorte de nuage radioactif. Au bout d'un certain temps, il va s'apercevoir qu'il rétrécit. Chaque jour, il perd 3 mm. Et globalement, voilà. Alors, plus précisément sur la construction narrative du roman, il débute alors que le protagoniste, il fait 2 cm, et il essaie de survivre dans une cave, là, il se bat contre une araignée qui a l'air gigantesque, il essaie de trouver de l'eau, de la nourriture, et ces parties de survie pure, qui consistent à passer le jour, vont être entrecoupées de flashbacks du personnage principal à différents moments de son rapetissage, et on va comprendre pourquoi il est enfermé dans cette cave. Et alors qu'est-ce que j'ai pensé de L'homme qui rétrécit? Et je te le donne en 1000, c'était vraiment pas terrible du tout. J'ai même envie de te dire que j'ai trouvé ça bien nul, bien décevant. L'idée de base est bonne, mais le traitement rate complètement le coche. Bon, on a un gars qui rétrécit sans arrêt, on connaît la cause, mais il n'y a pas de solution, voilà. Et puis le gars est tellement chiant, il passe la moitié du bouquin à se plaindre de la situation et à être en colère contre son entourage, sans pour autant faire quoi que ce soit pour essayer de sortir de la situation, sauf sortir de sa maison en trombe et se mettre en danger parce qu'il est tout petit. Sur la narration, on s'est coupé entre passé et présent. Il y a une partie où il est minuscule, puis une partie quelques mois avant, quand il est un peu plus grand. Aucune des deux parties n'est agréable à suivre, puisque dans les deux parties, le protagoniste se morfond et c'est tout. Quand il est minuscule, la narration des événements manque vraiment de profondeur et de suspense. Sa quête, c'est de se nourrir, et c'est tout. Et on répète ça plusieurs fois en changeant d'échelle, sans rien apporter de plus. C'est mauvais et c'est dommage. Je vous promets que ce bouquin-là aussi, il est issu du grand tirage au sort du pot mystère, mais j'ai dû perdre le rush avec ceux du mois précédent. Pas très professionnel tout ça. Tuons le suspense dans l'œuf, voilà. J'ai pioché le 3e tome de l'Assassin Royal, donc ça s'appelle La Nef du Crépuscule. L'Assassin Royal, c'est une énorme saga de fantasy, écrite par Robin Hobb et publiée entre 1995 et 2017 par Pygmalion pour l'édition française. Pour vous faire un rapide retour, j'avais eu le premier tome en octobre 2023 et j'avais beaucoup aimé cette introduction à une saga qui me faisait un peu peur par sa longueur. C'est bien écrit, il y a un personnage principal qui est effacé mais attachant. Voilà, j'ai bien kiffé ce premier tome. J'ai lu le second tome en mars et j'avais beaucoup moins été convaincu, le récit étant plombé par une romance écrite avec les pieds qui gâchait franchement le rythme du récit. On m'a beaucoup parlé de l'Assassin Royal et surtout à quel point c'était trop cool. Mes attentes sont assez hautes et j'espère bien que ce 3e tome va se montrer à la hauteur. Alors si on résume rapidement les 2 premiers tomes de cette saga, voici ce qui se passe. Le tome 1 débute alors que le personnage principal, Fitz Chevalery, il a 6 ans. Il est abandonné par son grand-père maternel devant une caserne militaire. Sauf que Fitz Chevalery, c'est pas juste un orphelin, c'est le fils illégitime du prince Chevalery qui a refusé la suite du trône et qui est récemment décédé. La présence de Fitz Chevalery au sein de la noblesse de Castelcer va foutre la merde. Son rang lui permet pas d'être noble, donc Fitz Chevalery va entamer une carrière d'assassin pour le roi. Dans le tome 2, on retrouve le protagoniste après une mission qu'il a laissée
laissé bien affaibli. Tiré entre la maladie, les intrigues de la cour, son amour balbutiant pour la tempétueuse Molly et l'invasion des pirates rouges sur la côte, Fitz Chevalerie ne savait vraiment plus où donner de la tête, et nous non plus. Dans ce troisième tome, l'étau des pirates rouges se referme, tandis que le nombre d'alliés de Fitz Chevalerie diminue. Et alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bah c'est bien mieux. On oublie le tome 2 déceptif et on se reconcentre sur une intrigue politique riche, avec une utilisation de la magie intéressante et des enjeux globaux bien plus profonds qu'une amourette adolescente. Les enjeux de ce premier arc narratif sont bien mis en place, le rythme est soutenu et le suspense est trop cool. On a vraiment plaisir à suivre les mouvements de ce monde de fantasy. Il reste encore 10 tomes, hein, donc plein de choses à découvrir, avec plusieurs arcs narratifs et l'exploration d'autres régions, et bah j'ai hâte. Bon, par contre, l'intrigue amoureuse, c'est la même que dans le deuxième tome, elle est toujours pas très bien amenée, toujours pas très bien foutue, en particulier à cause du personnage féminin qui est, je trouve, plutôt mal écrit, très égoïste. Sans véritablement gâcher la lecture, ça fait quand même un peu sortir du récit le temps que ça dure. Et je suis assez surpris, parce que Robin Hobb, elle écrit très efficacement tout le reste, mais là c'est juste pas bon quoi. C'est qu'un détail, hein, ça reste un superbe roman de fantasy. Ensuite, on a lu Baumgartner, qui est le 18e et dernier roman du regretté Paul Auster. Dernier parce que l'auteur il est décédé il y a maintenant 1 an, ce qui m'attriste un peu parce que Paul Auster c'est un de mes auteurs préférés. J'ai lu 10 de ses romans, parmi eux le superbe 4-3-2-1, immense fresque sur les vies qu'on aurait pu mener, ou encore le génial Monsieur Vertigo, grand roman de l'absurde. Baumgartner s'est publié en France en 2024, donc par l'éditeur de toujours de Paul Auster, Actes Sud. Multiprimé et multitraduit, Paul Auster s'impose comme une référence de la littérature américaine. Romancier du hasard, de la quête de l'identité, du questionnement métaphysique de l'écriture. J'adore surtout sa prose, que je trouve superbe et touchante, tout en restant simple et accessible. Paul Auster, il verse énormément de lui dans ses romans. Baumgartner, de quoi ça parle? Et sans surprise, ça parle beaucoup de Paul Auster. Mais sinon, on suit le personnage éponyme, qui s'appelle Cy Baumgartner, professeur de philosophie dans la prestigieuse université de Princeton. Cy devient vieux, il a 70 ans et il le sent. Il oublie les casseroles sur le feu, il oublie les rendez-vous et il tombe dans son escalier. Blessé, il va se plonger dans un océan de souvenirs, et en particulier se remémorer sa femme, Anna, décédée il y a 10 ans lors d'un accident de nage. Leur rencontre, leur vie commune, la jeunesse de Cy, mais aussi sa vie après sa femme. On va tout visiter pêle-mêle dans le chaos de la mémoire de Cy Baumgartner. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de Baumgartner? Je l'ai écrit plein de fois pour bien galérer à dire le titre lorsque je filmerai la vidéo. Et c'était charmant. Pas le roman du siècle, on va pas se mentir, mais très charmant, très beau à lire. Un roman sur le temps qui passe, sur la vieillesse, sur les souvenirs qui restent. Le personnage principal est très touchant et cristallise les inquiétudes de Paul Auster, qui s'est définitivement capturé dans ce roman, comme il a pu le faire dans toutes ses histoires en fait. C'était beau, c'était touchant et plein de mélancolie. C'était pas non plus extrêmement mémorable. Pour ce prochain bouquin, on va demander au pot mystère. Le suspense est insoutenable, on touille et on obtient Les Trois Mousquetaires. Lu pour 1 € sur Kindle, un Kindle qui n'a plus de batterie. C'est un roman d'aventure écrit par Alexandre Dumas et publié en France en 1844 par Le Siècle. Comme tout le monde, j'ai voulu lire Les Trois Mousquetaires suite à la double adaptation de Martin Bourboulon avec François Civil, Eva Green, Romain Duris, Claude Marmaille, Vincent Cassel, et scénarisé par Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte, qui sont aussi responsables d'une autre adaptation d'Alexandre Dumas, Le Comte de Monte Cristo, avec Pierre Ninet. Je vais pas jouer l'anticonformiste, j'ai adoré les 2 films, j'ai aussi adoré Le Comte de Monte Cristo, et j'ai trouvé tous ces films très ambitieux pour le cinéma français, et c'était vraiment cool quoi. Et figure-toi que Alexandre Dumas, il a écrit 2 suites aux Trois Mousquetaires. Les Trois Mousquetaires 20 ans après, et Le Vicomte de Bragelonne. Et je suppose qu'elles sont moins bien parce qu'on n'entend pas parler autant, alors que Les Trois Mousquetaires, ça a été adapté des dizaines de fois au cinéma. Et alors, ça raconte quoi les Trois Mousquetaires? On est en 1625, sous le règne de Louis XIII. On rencontre D'Artagnan, 18 ans, qui vient de Gascogne, là c'est dans le sud-ouest de la France, et qui monte sur Paris pour faire partie des mousquetaires. Les mousquetaires, c'est le corps armé du roi de France. Et lorsqu'il arrive à l'hôtel du chef des mousquetaires, il enchaîne les conneries, et il provoque en duel 3 des plus valeureux mousquetaires. Athos, Porthos et Aramis. Bon, ils vont devenir super potes, et D'Artagnan va devenir leur chef officieux, avec son jeune âge. Ensemble, ils vont déjouer des complots visant la reine Anne d'Autriche, d'autres cherchant à provoquer une guerre contre l'Angleterre. D'Artagnan va aussi connaître l'amour, bien sûr, avec la douce Madame Constance Bonacieux, mais aussi avec Milady de Winter, parce qu'il sait pas se tenir de D'Artagnan. Et alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'était trop long. Le roman, il fait 900 pages. Le début est cool, c'est rythmé, c'est rocambolesque, c'est marrant aussi, on a un bon roman d'apprentissage. Les Trois Mousquetaires et D'Artagnan ont tous une personnalité bien différente, et la dynamique entre les 4 est vraiment cool. Et puis, à la moitié du bouquin, on se lasse. C'est répétitif, le rythme se perd, on se concentre sur des intrigues secondaires sans queue ni tête, les mousquetaires en question ne deviennent plus que des caméos dans cette deuxième partie de roman, qui aurait dû s'arrêter bien plus tôt. Le finir est presque devenu une corvée, alors que le début était vraiment plaisant. Au-delà de ça,
Alexandre Dumas, il mélange assez habilement réalité historique avec des personnages qui ont vraiment existé et fiction avec des personnages de son propre cru. Et en vrai, c'est très cool, hein. Le contexte historique de l'époque qui sert de toile de fond au roman est riche et intéressant, avec comme point pivot principal le siège de La Rochelle. Mais bon, un peu déçu tout de même du truc. Ce dernier bouquin de 2024, on demande au pot mystère. J'ai sollicité une main innocente sous les yeux d'un juge impartial pour choper le bouquin. Alors on mélange et on a H.P. Lovecraft, l'auteur. Parce que oui, ça fait quelques temps que j'ai envie de relire les recueils de nouvelles de Lovecraft dans leur globalité. Ça doit bien faire 5-6 ans que j'ai lu une première fois, et j'en ai même acheté un pour l'occasion, Dagon, mais on en reparlera le mois prochain. Parce que là, j'ai eu le temps de lire que Le Cauchemar d'Innsmouth, que voici. Bon, et sinon, H.P. Lovecraft est un auteur américain, né en 1890 et décédé en 1937. Sa spécialité, c'est l'horreur cosmique face à laquelle les hommes sont insignifiants et incapables de comprendre ce qui arrive, et ils perdent leur santé mentale. De Lovecraft, on connaît surtout le mythe de Cthulhu, qui nourrit encore aujourd'hui tous les médias de la pop culture. Pour ce premier tour d'horizon de Lovecraft, on a donc Le Cauchemar d'Innsmouth, qui est composé de 6 nouvelles écrites et publiées entre 1923 et 1932. C'est originellement publié par les éditions de Noël en France. Il y a certainement une logique éditoriale dans l'ordre des nouvelles, et quelle nouvelle et dans quel recueil, mais je vois pas cette logique. Donc, dans Le Cauchemar d'Innsmouth, on a 6 nouvelles, dont certaines font partie du mythe de Cthulhu, mais pas tous. On aura Le Cauchemar d'Innsmouth, qui est la nouvelle centrale du recueil, qui est presque un petit roman d'une centaine de pages, et qui raconte l'histoire d'un jeune diplômé en civilisation ancienne, qui décide de se payer un voyage avant de commencer sa vie professionnelle. Alors qu'il souhaitait rejoindre Arkham, la grosse ville de la région, il découvre l'existence d'une ligne de bus qui passe par le village d'Innsmouth, qui est économique et qui lui ferait gagner du temps. Sauf que le monde entier est dégoûté par ce village peuplé d'habitants bizarres et repoussants. Ni une ni deux, le jeune homme il décide d'y aller, il compte bien s'y rendre là, et il reste mystérieusement bloqué, alors que défile l'innommable devant ses yeux. Parmi les nouvelles, on aura aussi La Maison de la Sorcière, dans laquelle un étudiant est obligé de se loger dans la chambre d'une vieille sorcière vécue il y a 250 ans auparavant, et qui hante encore la chambre, et qui est connectée à Cthulhu, t'inquiète. Et alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce premier recueil de nouvelles de Lovecraft? Et c'était vraiment très bien. Il arrive à instaurer une ambiance de plus en plus effrayante au fur et à mesure de l'avancée du récit, jusqu'à une horreur cosmique abrutissante qui fonctionne très bien. Une des grandes forces de Lovecraft, c'est sa mythologie. Au-delà de Cthulhu, qui est l'élément le plus connu, on a tout ce qui l'environne. La ville fictive d'Arkham, son université de Miskatonic, qui utilise le folklore et qui conserve des documents interdits comme le Necronomicon de l'arabe fou, Abdul al-Azred, bouquin qu'il a écrit en 730. C'est un livre de cauchemar qui fait mention des grands anciens, et les grands anciens, c'est des dieux terribles cosmiques là, qui dominaient l'univers entier il y a bien des siècles, et qui depuis sont en état de sommeil presque mort. Bref, sa mythologie est extrêmement riche et effrayante, et c'est un plaisir de s'y plonger petit à petit. C'est ma recommandation du mois. Voilà tout pour le mois de décembre. Pour la prochaine vidéo, on parle de quoi? On va continuer d'explorer l'univers de Lovecraft avec 3 autres recueils de nouvelles, avec une qualité qui diminue aussi. On va discuter d'un thriller pas ouf de Denis Lehane, et c'est assez exceptionnel pour que je sois surpris. On va parler d'un roman à mystère, de réalisme magique et d'horreur vraiment surcotée. Mais attends, on n'a pas fini. Comme promis, un petit tour d'horizon de mes lectures de l'année 2024. D'abord un pire 5 et ensuite un top 5. Commençons par le moins bon. Le pire étant le numéro 1. Numéro 5. Crime et châtiment de Fyodor Dostoïevski. Roman infiniment long et sans événement sur la culpabilité d'un gars qui assassine quelqu'un. Sauf qu'à part être tout le temps malade, il n'y a pas vraiment de culpabilité. Numéro 4. Autorité de Jeff Vandermeer. Suite du superbe Annihilation, sauf qu'on se débarrasse de l'ambiance effrayante pour plonger dans la bureaucratie américaine et qu'on répond à aucune question du tome précédent. Frustrant. Numéro 3. L'homme qui rétrécit de Richard Madsen. L'histoire d'un homme qui devient de plus en plus petit et qui fait que de se plaindre. Passons notre chemin. Numéro 2. Nos romanciens de William Gibson. L'histoire cyberpunk d'un hacker qui hack. Incompréhensible. Et le pire roman que j'ai lu cette année, félicitations, numéro 1. Acceptation de Jeff Vandermeer. Suite d'autorité et conclusion de la trilogie qui ne conclut rien. Avec supplément, auteur prétentieux qui a pris le boulard. Pour mon top 5, petit disclaimer, j'ai lu Le Seigneur des Anneaux en 2024, les 3 tomes. Ils auraient eu leur place dans ce top 5. J'ai décidé de mettre des romans que j'ai découverts cette année. Numéro 5, Vol au-dessus d'un coucou de Ken Casey. Formidable fable sur la liberté d'être soi. Critique virulente du système hospitalier américain. C'était génial. Numéro 4, Annihilation de Jeff Vandermeer. Jeff et moi, on a une relation conflictuelle. Cette introduction à l'univers du Rempart Sud est géniale, mais Jeff n'a pas su capitaliser dessus. Numéro 3, Les 1001 vies de Billy Milligan de Daniel Case. Grande enquête autour d'une personne souffrant de troubles dissociatifs de l'identité. C'est
C'est touchant, c'est dur et c'est beau. Numéro 2, Shutter Island de Denis Lehane. Premier des 2 coups de cœur de l'année. C'est comme le film, mais c'est en mieux et j'adore le film. Et le meilleur roman que j'ai lu cette année, c'est le numéro 1, La mer de la tranquillité d'Emily St. John Mandel. Superbe fable avec le contexte du voyage dans le temps. Jetez-y vous, dans la mer de la tranquillité. Et voilà pour mon année 2024 de lecture. Dites-moi à votre tour quel est le roman que vous avez préféré en 2024 et aussi celui que vous avez le moins aimé, hein, ça me fait rire. On se dit à très vite.